Bonjour Thierry Michel, bienvenue sur Odozone Télé pour le magazine Horizon. Donc ce magazine, c'est l'occasion de découvrir des réalisateurs qui ont fait des documentaires. Vous avez sorti un film qui s'appelle un film documentaire Éclat de vie. Euh, bah, C'était un film assez important, hein, Jean, pour votre carrière. Alors, on va parler de ce film juste avant de le voir, parce que il sera diffusé, il va être diffusé juste après. Et alors, Éclat de vie, c'était quoi comme projet? Éclat de vie, c'était un projet de film documentaire sur un petit village de la Drôme provençale et l'histoire de ce village pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Une histoire que j'ai écrite en partie, même si c'est documentaire, il y a quand même une écriture, que j'ai écrite à partir des mémoires de ma grand-mère qui habitait ce village. Voilà. Et donc, s'intéresser aux mémoires de sa grand-mère, c'est à la fois un retour sur le passé de sa famille, et puis il y a un travail aussi sur le contexte dans lequel cette grand-mère a évolué. Oui, c'est s'intéresser au passé et c'était aussi me demander comment avaient vécu les gens qu'elle a connus et que je connaissais beaucoup moins qu'elle. C'était aussi rendre hommage à ma grand-mère qui a vécu cette guerre et qui en a été victime. C'était Elle est décédée pendant la... non, non, elle a pas été, elle n'est pas décédée, mais par contre, elle a été victime civile du bombardement du village et elle est restée hémiplégique suite à ce bombardement pendant les 40 dernières années de sa vie. Voilà. Alors, ce film laisse beaucoup de place à des témoignages très forts. Et puis aussi, il a été tourné dans les Alpes de Haute-Provence avec des paysages qui imprègnent complètement la- la- nous, nous imprègnent de cette ambiance, de la beauté du paysage en contradiction avec les faits qui se passent. Oui, j'ai beaucoup utilisé l'environnement dans ce film parce que c'est un paysage d'abord auquel je suis très attaché, qui est celui de mes racines. Et puis parce que j'avais envie de faire parler en fait les contrastes qu'il y a d'ombre et de lumière, de nature qu'il y a dans ce paysage, et de jouer là-dessus pour faire parler ce paysage en rapport avec l'histoire assez mouvementée qui s'est passée dans ce village. Alors, votre démarche artistique aujourd'hui, votre démarche cinématographique, elle en est où? Pour le moment, elle est plutôt en stand-by, même s'il y a un projet d'écriture en cours. Mais l'écriture, c'est assez long. Ça demande de la maturation. Et donc, y a rien en ce moment, il n'y a rien qui, qui se crée. Même pas un petit scoop du style, ce sera dans quel domaine? Oui, ça sera un film sur le corps et qui va tourner autour du corps, on va dire. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Alors, on va regarder ce film. Hein, est-ce que vous avez quelque chose à dire aux téléspectateurs, justement, vous, aujourd'hui, quelle émotion ça vous fait de voir ce film diffusé sur Odozone? Moi, je suis ravi que ce film soit diffusé sur Odezone. Et parce que chaque fois qu'un nouveau public peut voir ce film, moi, ça me fait beaucoup plaisir de transmettre un peu cette histoire à d'autres. Et je pense que c'est une histoire qui, même si elle est du passé, euh, peut toucher beaucoup de gens encore aujourd'hui, et pas seulement des personnes âgées, mais aussi beaucoup de jeunes, parce que euh, la guerre, il y en a partout dans le monde, et je trouve que c'est important de se rappeler qu'il y a des gens qui nous précèdent, qui ont vécu ça, et qui ont des choses fondamentales à nous transmettre là-dessus, sur cette expérience de vie. Merci Thierry Michel. Allez, maintenant on regarde. Allons-y.
J'ai 1 an et demi. C'est un week-end chez mes grands-parents. Je suis en face d'elle, Marthe, ma grand-mère. Dans cet instant arrêté, je revis ce geste affectueux lorsqu'elle me prenait la main, penchée sur le côté. Son regard, sa voix, sa posture me faisaient déjà sentir la densité de toute une vie. Six ans avant sa mort, Marthe écrit ce texte comme une trace qu'elle a voulu nous laisser au-delà de sa présence. Marthe plonge dans ses souvenirs et raconte son arrivée au village de Céderon en 1932. Ce village de la Drôme provençale se situe à la frontière du Vaucluse, des Basses-Alpes et des Hautes-Alpes. Dans les années 30, il est un véritable nœud de communication. À l'époque, peu de gens avaient leur voiture et mon grand-père Raoul prend une ligne de transport de voyageurs. Marthe avait toujours rêvé d'être épicière. Elle ouvre sa première épicerie au bas du village en 1934. De cela, écrit-elle, il y a 46 ans, mais je me revois à ce moment-là comme si j'y étais. Petit à petit, on eut plus de marchandises. On fit venir beaucoup de vaisselle et de mercerie. Nous avions aussi le pétrole, les huiles, le fromage, la morue qu'il nous fallait manipuler. Tout nous passait entre les mains. J'aimais cette odeur d'épicerie, où toutes les senteurs étaient mélangées. En 1937, Raoul remit son service de transport à M. Izoard. Dès lors, il resta complètement à la maison, et ce fut bien plus agréable de travailler ensemble. En 1938, nous avions nos 4 petites filles. On murmurait que la guerre était proche. Malheureusement, elle se préparait. Marthe entame une nouvelle page de son carnet. Septembre 1939. Ce jour-là, il est planté dans mon cœur, comme une aiguille. Je lis et relis ce texte, cette vie écrite à l'encre bleue, sur un bloc de papier à lettres. Et je sens qu'une partie de moi vient de cette histoire. Alors, un été, je suis parti retrouver les traces de ce vécu. Je suis retourné dans ce village, sur ce lieu des origines. À Céderon, j'ai rencontré André, Jean, Paul, Guy, Marcel, Germain, Paulette, Alexandre et bien d'autres. Ils avaient entre 14 et 30 ans pendant la guerre. Pendant 8 ou 9 mois, il n'y a pas eu de bataille à proprement parler. Il y avait une activité de corps franc, une activité de patrouille sur le front de l'Est et sur le front des Alpes avec l'Italie. Alors bon, ça s'est passé
Normalement, on disait, bon, ben, la guerre, c'est de la routine en quelque sorte. À mesure, chacun partait sous les drapeaux, avec sa carte de mobilisation. Ce fut le tour de Raoul, le 22 septembre. J'éclatais en sanglots, en voyant les petites partir à l'école. La maison était bien vide. C'était comme un arbre que le vent avait déraciné. De toutes mes forces, je voulais le tenir debout, cet arbre. Il y avait un front, oui, mais il ne se passait rien, pratiquement rien. Les gens de la région qui étaient mobilisés se trouvaient être, n'avaient pas été envoyés au front, ils avaient été envoyés du côté de Marseille, Port-de-Bouc, enfin, dans tous ces coins-là. Ils revenaient régulièrement, mais c'était une drôle de guerre. Et puis il y a eu le printemps 40. Alors le printemps 40, l'offensive fulgurante des Allemands qui ont envahi la France en quelques jours. Alors là ça a été l'effroi. L'effroi, même ici on a ressenti l'effroi. Moi ça m'a profondément touché ça. C'était affreux quoi. On devait gagner cette guerre et on l'avait perdue en quelque sorte. Alors là vous voyez ça sur un esprit d'enfant d'une douzaine d'années ce que ça peut faire quoi. Hein. Une désillusion totale. Mon père était instituteur et il était pacifiste à la manière de Giono. À ce moment-là, on disait pacifiste intégral, c'est-à-dire qu'ils étaient munichois hein, et leur idée c'était tout plutôt que la guerre. La guerre, c'est le mal absolu. Quand il y a eu la défaite, l'occupation, mon père a dit non. Ce qui se passe, c'est quand même pas supportable. Et on ne peut pas accepter l'occupation de la France, on ne peut pas accepter Bon, voilà. Donc, pour lui, cette guerre-là n'était plus de même nature que les guerres précédentes. Et on ne pouvait pas la mettre sur le même plan. Parce qu'il y avait un pays qui était occupé et il y avait une dictature fasciste. Et en particulier, ce qui l'a beaucoup marqué, c'était la destruction de la République. L'installation de l'État français. Donc, lui qui était instituteur laïque républicain, il ne pouvait pas accepter ça. À partir de l'armistice et de la décision du Parlement de confier tous les pouvoirs au maréchal Pétain, à l'école, on envoyait les couleurs le matin, on chantait Maréchal nous voilà, on a subi tout ça. Certains l'ont mal vécu, d'autres c'était un soulagement. La guerre était finie. Tout au moins pensait-on que la guerre était finie. Et puis il y a eu l'appel du 18 juin qui a été plus ou moins entendu. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce d'espoir insensé, si vous voulez, qui a germé dans les esprits. Il y a eu une traduction politique. Le haut du village étant réputé communiste et le bas du village étant réputé réactionnaire, comme on dit à l'époque, enfin de droite. Étant donné que tout le monde se méfiait de tout le monde, on ne disait pas toujours les choses à haute voix et directement. Enfin, il y avait de très forts soupçons. Les uns étant soupçonnés d'être des collaborateurs, comme on disait à l'époque, et ceux qui étaient plutôt amis de la résistance. Il y avait la peur des dénonciations, puisqu'on ne savait pas exactement ce que pensaient les gens. Dans un village comme Cédron, on ne se posait pas du tout de ces questions qui ont agité la classe politique française, les croix de feu, les juifs. Ici, on ne se posait pas ces questions. Pendant la guerre, il y a beaucoup de juifs qui habitaient Marseille, qui sont venus s'installer à Cédron. Et puis, ils se sont installés. Personne ne leur a jamais dit qu'ils étaient juifs. Bon, ils étaient marseillais pour nous, puis c'est tout. Personne ne s'était livré à la délation. Mais tout le monde suspectait toujours le voisin. On se taisait. On ne se livrait pas, on n'avait pas de conversation à bâton rompu, on disait qui sait ce que je vais dire si ça va pas être... C'est après qu'on a su qu'il n'y avait pas eu de délation, mais pendant, on ne savait pas exactement ce qui se passait. Donc ça a été une espèce d'atmosphère délétère en quelque sorte, qui était difficile à vivre. Allez, on fait bon, quoi.
C'est pas une moune que je t'ai payé. Non, attendez, moi j'ai vu aussi. Moi j'avais donné. Oui, mais... J'ai été déclaré français, donc nous étions français. Nous sommes arrivés ici pas comme des réfugiés. Ma mère est venue pour un travail. Et par contre, mon oncle, lui, était peut-être... il n'était pas français, il était peut-être réfugié. Quand il y avait un déplacement d'Allemands comme ça, ma mère était prévenue. Et alors à ce moment-là, ma mère et moi, nous partions dans les fermes. Nous allions dormir dans les fermes. Et une fois c'était dans une ferme, une fois c'était dans une autre. Tout le monde nous accueillait comme si on était de la famille, si vous voulez. Il nous semblait naturel que le village serve de refuge. Le village a fonctionné comme un refuge pour tous ces gens-là. Un asile, une protection. Dans la mesure où la région n'a pas été occupée par les Allemands. Je crois quand même qu'il y avait dans la région, et ici, dans notre village lui-même, une tradition républicaine qui était très forte. Qui était représentée au début du siècle par des radicaux, par des socialistes, et qui était représentée au moment de la guerre par des socialistes et par des communistes et puis d'autres personnes. Et je crois que cette imprégnation républicaine a certainement joué, que le village a non seulement été un refuge, mais a été en même temps un lieu, un centre de résistance, de combat. Cédron vivait dans son petit microcosme. C'était quand même un village pas replié sur lui-même, mais perdu au fond de ses montagnes, en quelque sorte, quoi. Il y avait quand même des liaisons avec l'extérieur. Par exemple, il y avait un autobus qui allait tous les matins vers Buis, vers Laragne, vers Sisteron, et même un peu plus tard vers Sceaux et Carpentras. Donc on n'était pas isolé. Le village pouvait être indépendant du point de vue, disons, économique. Les bouchers faisaient de l'abattage clandestin. Les paysans apportaient leur blé au moulin qui tournait illégalement lui aussi. Ce qui concerne les légumes, c'était fourni par les jardins qui existent encore d'ailleurs, mais qui étaient plus nombreux à cette époque-là et qui étaient mieux cultivés. Le village pouvait se suffire lui-même et même fournir de la nourriture aux maquisards et aux réfractaires. De 1940, c'est-à-dire de l'armistice, jusqu'en fin 43 en quelque sorte, personne n'a entendu parler de résistants à Cédron. Maintenant, individuellement, des personnes de Cédron qui étaient sujettes au STO, etc., se sont cachées. C'était des gens qui étaient soit de la région et qui revenaient dans leur famille, personne ne disait rien, on était très discrets, ou alors ils arrivaient par un, par deux, certainement envoyés par un réseau, mais là, et ils étaient mis, ils étaient soit dans des bergeries, soit dans des fermes où ils servaient d'ouvriers agricoles. Louis Raymond était socialiste, c'était un militant actif du Parti socialiste. Et donc,
soutenir des réfractaires qui refusaient de partir en Allemagne et qui se cachaient, c'était quelque chose pour lui de naturel, qui allait tout à fait dans le sens de son engagement politique depuis qu'il était jeune. Il leur a rendu un certain nombre de services, et en particulier, il m'a expliqué un jour que c'était lui qui servait de boîte aux lettres. C'est-à-dire que la famille ne pouvait pas envoyer des lettres directement dans la ferme où ils étaient plus ou moins logés, et c'était Louis Raymond qui les recevait. Et un jour, il m'a même montré, j'ai la main juste à côté, un trou qui se trouvait dans son établi, à côté de l'étau. Et c'était dans ce petit trou qu'il avait glissé des adresses auxquelles il renvoyait le courrier des jeunes. Ces réfractaires, au début, ne prenaient pas les armes. Il faut bien distinguer de ceux qui avaient pris des armes. Simplement, ils se cachaient des Allemands. En 1942, une dizaine d'hommes forment un premier maquis à 10 km du village avec l'objectif d'agir contre les Allemands. La plupart de ces jeunes résistants étaient étudiants. 2 d'entre eux sortaient de l'école normale supérieure, un autre était instituteur, 4 étaient des juifs parisiens fuyant l'occupant. Les autres venaient de régions plus proches. Fin 1943, ils prennent possession de fermes inhabitées à Ison-la-Bruisse, un village abandonné. Le groupe accueille de nouvelles recrues et se fournit en armes et artifices qui vont notamment leur servir à arrêter pendant quelques jours la production d'une usine de guerre à Gap, dans les Hautes-Alpes. Début 1944, cette section du maquis Ventoux prépare le sabotage de la base aérienne d'Orange. Des bruits courent sur l'arrivée des Allemands dans le pays. Environ 6 heures du soir, c'était bon en hiver bien sûr, la nuit était déjà tombée et se sont présentés 2 messieurs en grand manteau verdâtre en cuir, chapeau feutre, des gens de la Gestapo quoi. Ils ont interpellé mon père en lui demandant si c'était lui le bourgmestre quoi. Alors il leur a répondu que oui, qu'il était effectivement le maire et ils lui ont annoncé que le village était investi par les troupes allemandes. Le garde champêtre, M. Desmus et sa femme sont passés, plus que tremblants avec leur bâton, leur tambour, Madame Desmus protégeant son mari et donnant avis à la population que les Allemands étaient au village, qu'il fallait tout fermer, tout éteindre et ne plus sortir. Toute la nuit, les gens sont restés chez eux, mais on a entendu des coups de feu d'un côté ou de l'autre. Et le lendemain matin, très tôt, vers 6 heures du matin, ces messieurs sont revenus et ont demandé à mon père de faire diffuser un autre communiqué en disant que les hommes de 16 à 60 ans devaient se rendre à la mairie. Et j'ai vu sortir de la mairie une dizaine d'hommes qui ont été emmenés jusque sur la place de l'église. Et bon, je pensais que je ne savais pas exactement ce qui se passait, mais on a appris ensuite que l'intention des Allemands et des miliciens était de les fusiller comme otages. Je suis descendu sur le pont. C'est là qu'on nous a alignés sur le pont quand on était 9, qui voulaient nous
nous égouiller, quoi, nous tuer. Et à ce moment-là, ils ont assisté à l'exécution du gendarme Gamoni, qui avait fait l'objet de sévices toute la nuit de la part des Allemands, et qu'ils soupçonnaient d'avoir aidé le maquis. Enfin, tous les gendarmes avaient aidé le maquis, ça c'est certain. Je me souviens d'avoir entendu la mitraillade qui a tué le gendarme, et puis ensuite les 2 coups de feu qui l'ont achevé. Un gendarme, le plus jeune de la caserne, fut pris comme otage et sur la place, devant l'église, on le fusilla. Ses coups. Sa femme qui les entendait. C'était à 100 mètres de chez elle. Et ce corps étendu, qu'elle n'eut pas le droit de prendre de la journée. Ces choses-là peuvent-elles s'oublier un jour ? Et à ce moment-là est arrivée une estafette, ça c'est mon père qui me l'a raconté, une estafette des Galailles, disons, et l'estafette a parlementé avec l'officier qui commandait le peloton d'exécution pour leur annoncer que le maquis avait été exterminé. Et à ce moment-là, ils ont demandé à ces 12 hommes qui étaient là de rentrer chez eux. Et nous, on n'a pas payé pas grâce, parce qu'on ne peut pas dire comme aux gens qui ont été tués. C'est ce qui nous a sauvés. Alors, dans des conditions comme ça, Quelques temps après, dans Gamonnet, il y a eu une cérémonie qui a été faite devant la gendarmerie qui a été extrêmement émouvante. Parce que il était protestant, il est devenu un pasteur de l'Ardèche et il est devenu aussi un officier supérieur de la gendarmerie. Et le cercueil a été exposé à l'extérieur devant la gendarmerie et évidemment tout le village était autour. Ça, c'était très très dur. Le lendemain, il y avait la neige, 10 cm de neige environ. On se rend au village des Galailles, arrivé à Galailles, on prend le chemin d'Ison. Après avoir parcouru environ une centaine de mètres ou 200 mètres, nous avons vu un premier cadavre au bord du chemin, au bord du ruisseau. Et il était en chaussettes, donc ça voulait dire qu'ils avaient été surpris au lit. Nous arrivons donc devant la ferme Bernard, et nous avons vu une trentaine de cadavres enchevêtrés là, sur le pré. C'était vraiment atroce de voir ça. Le facteur, disons, qui était de retour de sa tournée est venu nous voir et il nous a montré, il nous a dit, regardez, ils ont tous le coup de grâce, effectivement, ils avaient tous la trace d'une balle à la tempe. Ces corps ont été transportés à la demande du maire de l'époque à l'église pour les photographier de façon à garder une trace pour les familles. Et heureusement, il s'est trouvé un des chefs de ce maquis, le lieutenant Marchal, à mesure que le photographe prenait les vues, donnait leur nom, de façon à ce qu'on puisse plus tard donner un nom à chaque corps pour que les familles puissent éventuellement les retrouver. C'est atroce, ça, hein, ça me rappelle la vision du matin, donc du 22, qu'on a eue en arrivant à la ferme.
ça pas. C'est Labeyroux qui a demandé à mon père de faire donc ces cercueils pour éviter de mettre ces jeunes dans une fosse commune. Et Labeyroux, il était agent de liaison. Donc mon père a dit qu'il voulait bien, mais il fallait du personnel, parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Je crois que c'était le grand-père qui mesurait les planches, il y en a un autre qui les coupait, et l'autre qui les passait à la raboteuse, et l'autre qui les assemblait, et puis il y en avait un qui plantait les pointes. Tous ceux qui ont travaillé à fabriquer ces cercueils ont pris des risques. Et ça, c'est la grand-mère. D'accord. Maria Augier. Et elle porte une brassée, je suppose que c'est du buis, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de fleurs, le 22 février, et elle a dû couper du buis pour qu'il soit béni, et puis qu'il soit mis avec les cercueils. On avait préparé les cercueils. Les corps ont été mis dans les cercueils, on les a mis sur les charrettes et on les a accompagnés jusqu'au cimetière où ils se trouvent actuellement. Et donc il y avait tous ceux qui avaient pu se déplacer en vélo ou en voiture se trouvaient dans le cortège qui a accompagné les corps jusqu'au cimetière actuel. Ça a été un mouvement de révolte absolue. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis, un choc terrible, parce que on savait qu'il y avait un maquis. Mais si vous voulez, d'une part, on ne cherchait pas à se renseigner, puis d'autre part, si on avait cherché à se renseigner, on ne nous aurait pas informés. Et là, d'un seul coup, on apprenait que plus d'une trentaine de jeunes avaient été fusillés sur place, quoi, hein, dans des conditions épouvantables. Les miliciens qui conduisaient les Allemands ne se sont pas cachés. Hein. Ils ne se sont pas cachés. Ouvertement, ils ont désigné aux Allemands les Cédronais qui collaboraient avec les résistants. On ne s'était pas rendu compte que c'était ça la guerre, quoi. Hein. Jusque-là, tout ce qui se passait nous paraissait naturel, évident, les choses allaient toutes d'elles-mêmes, et puis là, d'un seul coup, on voit ce que c'est, quoi. Hein. Et c'est le mouvement, je vous dis, c'est un mouvement de révolte, violent. La première année, pour le premier anniversaire, il y a eu une cérémonie qui a attiré de nombreux résistants et la population dans son ensemble. Je me rappelle que des discours ont été prononcés et j'avais demandé au colonel Bain la permission de lire un poème, le poème célèbre d'Aragon, La rose et le réséda. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle, prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle, lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Voilà, un très beau poème, et je me rappelle que le prêtre qui était présent, que je voyais tout en lisant mon poème, incline la tête avec un air d'approbation, bien qu'il sache pertinemment que Aragon était un poète communiste. Donc c'était le vrai esprit de la résistance qui se manifestait là, entre ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, ce qui a été au fond le caractère peut-être principal de la résistance.
Après le 22 février, il est évident qu'il y a eu une période de peur, de stupeur, en se demandant, d'ailleurs ils sont revenus une semaine après, sur les lieux où étaient enterrés les jeunes qui avaient été exécutés. Ils sont revenus sur les lieux pour en exécuter un que je connaissais d'ailleurs, qui s'appelait le lieutenant Raymond, hein, et qui faisait la liaison quand ils avaient besoin de vêtements avec nous. Et après avoir été torturés pendant près de 8 jours à la Commendatour à Avignon, ils sont venus l'exécuter sur la tombe de ses camarades. Voilà. Alors, évidemment, ceci a créé plus personne n'osait sortir, plus personne n'osait... Bon, il est évident que le temps a passé là-dessus, les activités ont repris, et puis ça a repris tout doucement, jusqu'au 8 juin 1944, date du débarquement des troupes alliées en Normandie. Alors à ce moment-là, la résistance qui s'était repliée sur elle-même après cette histoire-là est ressortie au grand jour, et on a eu des groupes de FTP, de groupes d'AS, pas loin du village. Et ensuite, au fur et à mesure, ils avaient investi le village, et c'est là où on a libéré Cédron. Et pour bien marquer que le pays était libéré, le 14 juillet, il y a eu, devant le monument aux morts, une prise d'armes des maquisards. Les uns étaient en tenue, les autres ne l'étaient pas. Et ensuite, autre signe du fait que nous étions en zone libérée, nous avons reçu des officiers français, un Canadien aussi, on a vu un Canadien, qui sont venus encadrer les maquisards, et encadrer surtout aussi les jeunes et les moins jeunes qui étaient volontaires pour se battre contre les Allemands, qui ont été parachutés. Et il y a eu aussi, alors, ça a été encore plus net, un conseil de révision qui a été organisé avec la présence du sous-préfet, un sous-préfet en habit, avec son escorte, qui sont arrivés en traction avant, comme dans les films. Et il y a eu un conseil de révision qui s'est fait dans les règles habituelles. La doctoresse était là pour examiner les conscrits à partir de 18 ans. Et c'est comme ça qu'un groupe de Cédronais a été engagé dans la lutte. Ils ont été mobilisés. Voilà. Tout ça, c'était pour signifier que l'administration française était implantée sur le sol français et qu'elle fonctionnait, disons, selon les règles de la République. La population de Cédron, aidée par des groupes de résistance, a saboté des routes vers le col de l'Homme Mort, vers le col du Négron. La résistance avait miné les gorges au-dessus de Montfroc, donc ça pouvait sauter à tout instant, et on se croyait un peu protégé. Alors, il est évident que les relais avaient été installés pour que la population soit prévenue lorsque les Allemands arriveraient. Mais les Allemands ne sont jamais arrivés autrement que par la voie des airs. Cédron fut bombardé le 10 août 1944. Tout le pays était dehors pour éviter de se trouver sous les décombres. Cependant, ils ne bombardèrent pas les maisons, mais la rivière. Et c'est là que nous nous trouvions, Germain, mon cousin et moi. Nous fûmes projetés dans la rivière sans connaissance. Monsieur le curé nous vit et vint nous chercher pour nous amener dans la cour du patronage avec 7 morts à côté. Je crois que nous ne valions guère plus à ce moment. Si c'était ça la mort. On a glissé dans la rivière et plus rien. Raoul est passé, il avait pris une veste de cuir, mais il ne nous a pas vus, il était affolé. Hein. La rivière était partie à 30 ou 40 mètres là-bas. Il n'y avait plus de passerelle. Quoi. Mais l'eau était arrêtée parce qu'il y avait une bombe qui était tombée là-haut, qui avait fait un trou de 7 mètres de profondeur.
dans le jardin là-bas. En bombardant le village, ils pouvaient estimer qu'ils allaient frapper les maquisards. Mais ils savaient très bien qu'ils allaient surtout frapper la population civile. Ils ont vraiment voulu détruire un village où ils sentaient l'installation d'une résistance. Et en sachant très bien qu'ils allaient essentiellement faire des victimes chez les civils. Quand je suis monté dans les pins là-haut, et j'avais pas loin j'avais 29 ans, mais les pins, la montée est raide, et j'avais pris mon neveu qui avait 6 mois sous le bras, et il pleurait quand je montais sur les pins. Je disais, l'homme de Dieu, je sais pas ce que je disais, tu peux pas te taire, toi, on aurait dit qu'ils allaient entendre les Allemands qui nous passaient juste au-dessus. Là. Alors que les avions continuaient à tourner, à passer en lâchant des projectiles de toutes sortes. Et à ce moment-là, j'ai aperçu, de l'autre côté, 2 pêcheurs, dont un fils d'Israélite qui était, disons, qui se cachait à Cédron pour ne pas être arrêté par les nazis, avec Jules Guérin, un propriétaire de Cédron. Je les vois encore se réfugiant lors d'un dernier passage des 3 appareils. Se sont lancés dans une touffe d'osier qui était de l'autre côté de la rivière, à quelques pas de moi, je les voyais. Et lorsque une rafale est passée, j'ai vu les tiges d'osier qui devaient être sciées complètement par les projectiles, tomber comme fauchés sur eux. Ils ne sont jamais redressés. 57 jours après cette triste journée, nous quittions l'hôpital. La sœur nous accompagna jusqu'à Ferrassières, où nos parents et nos petites nous attendaient. Je ne marchais pas encore. J'étais bien affaibli, puisque je ne pesais plus que 39 kilos. Raoul alla m'acheter un joli foulard pour couvrir cette pauvre tête, enveloppée de pansements. Cette tête ne guérissait pas. La blessure coulait toujours, et cela inquiétait le docteur. Lui, il devait savoir ce qui se passerait. Mais il ne nous dit rien, et nous laissa partir. En passant à Cédron, je fermai les yeux. Je ne voulais pas voir tout le désastre qu'on avait fait. Raoul, que fit-il ? Peut-être à ce moment-là, nos pensées se rencontrèrent. Notre maison à nous, pouvoir y revenir et oublier ce cauchemar. Mais ce n'était pas le moment. Il fallait attendre. Enfin, je revoyais tous ceux que je désirais tant depuis 2 mois. Nos chères petites, mes parents. Ah, ce cœur gonflé qu'on voudrait vider, le laver à grande eau pour oublier tous ces tristes souvenirs. En décembre, nous étions de nouveau chez nous. Mais bien que je crus être remise, les malaises et la fièvre se manifestaient. Une encéphalographie décela que le ventricule gauche était obstrué par un corps étranger. J'en avais assez, et c'est volontiers que j'irais me faire opérer. L'opération dura de 9h à 15h. 6 heures d'attente pour Raoul et papa, qui avaient été avertis du triste résultat qui risquait d'y avoir. Paralysie totale ou hémiplégie si je conservais la vie. On me ramena dans mon lit avec une hémiplégie gauche. Dieu m'avait conservé la vue, la parole et mon bras droit. Déception, certainement, pour tous. Bien sûr, je n'étais plus que la moitié de moi-même, mais j'avais la vie. Je n'aurais peut-être plus de méningite due à cet éclat, gros comme une lentille, que nous avions rapporté, malgré tout le mal qu'il m'a fait. Voilà le résultat de la guerre.
Combien sommes-nous de malheureux dans ce cas? Une vie brisée, alors qu'on ne demandait qu'à travailler, élever nos enfants, vivre heureux. Et puis en l'espace de quelques secondes, on est réduit à cela, à de pauvres êtres diminués pour la vie. Elle a été longue la nuit. Mais toutes les nuits ont une aube, et souvent un lever de soleil merveilleux. Et c'est peut-être ce qui nous attend. Et la lumière qui ne m'a jamais quitté nous conduira vers le bonheur. Et en attendant, il faut la subir cette nuit, et elle est dure. « 3 novembre 1980. Plus que ce texte, c'est la présence de Marthe qui a marqué toute mon enfance. Sa présence douce et attachante, sa lutte et son courage pour vivre au-delà des traces de la guerre qu'elle portait en elle. Ce qui reste dans la mémoire collective aussi, c'est que, on peut dire, l'ensemble de la population, de façon très différente, à des niveaux très différents, avec des engagements plus ou moins forts, mais l'ensemble de la population a quand même opposé au régime de Vichy, à l'occupant, une forme de résistance qui a été tout de même assez efficace pour que l'occupant lui-même soit obligé d'engager des forces pour le combattre. Et je dis l'ensemble de la population parce qu'effectivement, à un moment donné, on peut dire qu'il y a eu, je n'aime pas trop ce mot de consensus, mais qu'il y a eu une solidarité devant le danger contre l'occupant et contre Vichy. On a pris conscience des responsabilités que peuvent avoir les uns et les autres, et on en a tenu compte à un âge où normalement on se moque un peu de tout ça, quoi, vous voyez. Et moi, personnellement, je pense que mes camarades, ça a été pareil. Après les événements de février 1944, on a vécu notre vie, vous voyez. On a vécu notre vie. Ce qui a fait que je me suis engagé politiquement dans le Parti communiste à ce moment-là, ce sont les guerres coloniales. Ce que je n'ai pas pu admettre, c'est qu'un gouvernement français applique à Madagascar. À Madagascar, la répression a été extrêmement violente. Et des dizaines de milliers de Malgaches qui ont été tués dans des conditions épouvantables. Bon, ça se savait. Ça se savait. On le savait, ça. Et le Vietnam, bien entendu. Alors, faire tuer des hommes, engloutir des sommes énormes pour empêcher un peuple de se libérer, alors que c'était dans la logique de l'histoire. On savait très bien que les colonies, c'était fini. Hein, il fallait... On ne pouvait pas imaginer autre chose. Je me demande quelle est la bonne solution pour résister actuellement. Est-ce que dans certains cas la violence est légitime? Je crois à la légitime défense. Est-ce que c'est toujours la bonne solution? Est-ce qu'il ne faut pas faire tout ce qu'on peut pour éviter les violences, y compris verbales même? Voilà, c'est des problèmes que je me pose, je ne suis pas le seul à me les poser. Quand on est en face de quelque chose qui est inacceptable, un comportement qui est inacceptable, que ce comportement soit celui
du gouvernement de son propre pays ou celui d'un autre pays, ben, il faut réagir, premièrement, et deuxièmement, il faut réagir vite et ne pas attendre que les choses dégénèrent. Je crois que c'est la grande leçon qu'on peut tirer. On sait très bien qu'il y a des choses qui sont inacceptables. On le sait très bien, c'est pas compliqué à voir. C'est une lutte qui quelquefois est obscure, quelquefois difficile, mais il faut bien se comprendre qu'il vaut mieux mener cette lutte au moment où ça se produit que d'attendre que la situation pourrisse, comme on dit. Et alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile d'intervenir et les conséquences peuvent être infiniment plus graves. Je crois que c'est... Leçon, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, c'est au moins une orientation qu'il faut retenir.